Vendredi 31 décembre, minuit 1, c'est reparti. On a ressorti les cotillons, on s'est fait tester pour pouvoir s'embrasser, se prendre dans les bras, se donner du bonne année, je te souhaite le meilleur. On a fait des résolutions en l'air, on était bourrés, on était bien habillés. Je sais que tu devais être beau comme un camion avec ton EPA, peut-être petite chemise délire ou ton jog et ton maillot de Sochaux floqué Pierre-Alain Fro. Peu importe. On était ensemble pour en finir avec cette année à la con, repartir sur de belles bases, y croire à nouveau, y croire encore, sinon à quoi bon. T'as gonflé ta poitrine pour gueuler au moment du décompte, t'as oublié toute la nicotine que t'avais foutue dedans, t'avais les yeux qui brillaient, tu t'es dit que cette année c'était la bonne, tu ferais tout ce que t'as pas fait, tu serais tout ce que t'as pas été, pas de doute permis. Samedi 1er janvier, approximativement 15h30 du mat, putain le mal de crâne, les jambes fébriles, le bide aussi serein que Paul Bess en relance courte, encore une année de merde à tenir, et ce goût dans la bouche c'est quoi ? C'est le goût du mois de janvier mon pote, le goût du froid, le goût de n'avoir plus goût en rien, le mois propice à la dépression. Le goût de cette affreuse soupe de champagne de la veille aussi. Alors même si aujourd'hui c'est rassurant d'avoir encore du goût, va falloir être fort, va falloir gainer, parce que janvier c'est dur. Les matchs de coupe à la con, la reprise molle du championnat, on attend les grandes affiches, elles sont où putain ? On est sûr qu'il va revenir le football ? Non, on n'est jamais sûr de rien. Les stades sont vides, on met des jauges, et toi t'as envie de chialer, t'as envie de te dire que c'est dégueulasse la vie, que tout ça c'est vain, que ça sert à rien de se battre. Mais quand même, le foot il sait faire, le foot il est toujours là. Les mardis pluvieux, les lundis de gueule de bois, le foot il revient toujours. Alors on te donne du Seko Fofana. Oh mais quelle est cette douce chaleur qui envahit ma poitrine ? Serait-ce des émotions qui reviennent ? Moi qui avais commencé l'année aussi séché que Léo Dubois à la 62e. Et puis cette notif sur le portable là. Oh mais oui, le mercato est ouvert. Exclu foot mercato, Hugo Lloris pourrait signer à Rennes. Alors tu cliques. Mais oui vas-y clique, même si t'y crois pas et qu'on se fout de ta gueule. C'est ça que tu veux, qu'on se foute de ta gueule. Tu veux du farfelu, du rêve d'enfant. Tu veux recroire au Père Noël et en Didier Deschamps. Et là c'est quoi ? La signature de Jean-Armel Canabique à Metz. Oh mais alors merci. Oh mais alors on peut croire en tout en fait. Le bonheur serait-il possible en ce bas monde ? Et puis une autre notif, les Algériens continuent leur folle série d'invincibilité. Mais oui, c'est la CAN. Un peu de soleil dans ce mois gris, bordel. On va se régaler sur les terrains du Cameroun pendant tout le mois. On mettra une double fenêtre pendant les visios avec Catherine qui lit toutes les 278 lignes de son PowerPoint. On va vibrer, on va avoir de belles équipes, des grands joueurs, des terrains dégueux et des arbitres aux décisions étranges. Mais c'est ça qu'on veut. On va s'improviser supporter des Comores même pendant un mois. Oh putain, j'ai eu une pêche d'un coup. Finalement, ça va être bien cette année. Ça va être très très bien même. Et puis quoi ? Une dernière alerte ? Un nouvel épisode de Poteau Carré ? Oh bah si ça continue comme ça, on va même se mettre à croire en Dieu alors. Allez, haut les cœurs les amis. En plus, c'est aussi mon anniversaire à la fin du mois. Alors si vous faites la gueule au moment de faire un don sur le Tipeee de 11e art, ça gâchera le moment. Bienvenue à tous, bienvenue 2022, viens là et on va te tacler comme Cyril Roll. Salut à tous, bonjour à tous, j'espère que la déprime n'a pas trop entamé votre début d'année. Nous ça a l'air d'aller pas mal ici, enfin en tout cas moi ça va et c'est bien ça le principal, je ne m'intéresse qu'à moi comme Hatem Ben Arfa. C'est un nouvel adage que j'ai inventé tout à l'heure pour bien commencer l'année. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission, vraiment heureux de commencer une nouvelle année avec vous et moi je suis personnellement ravi de voir ces trois têtes de puristes dès le 6e jour de l'année. En plus avec le Covid on réenregistre enfin à nouveau tous les 4, ce qu'on n'avait pas fait depuis au moins 2 émissions. Bien évidemment, à ma gauche, Flo, celui qui connaît aussi bien le classement actuel de la Ligue 1 que celui de la D1 1972 ou du championnat turc, mais qui est toujours incapable de faire un contrôle passe correct dans la vraie vie. Ça va, Flo ? Très très bien. Écoute, j'ouvre Google pour savoir qui est champion en 72. Avec nous, encore plus à ma gauche, il vient cette semaine de fêter ses 438 ans. Et pourtant on ne le voit pas vieillir. Lui il a déjà passé un réveillon avec Voltaire, Victor Hugo, Churchill, Coppa et même Weshden. C'est notre caution sagesse chez Poteau Carré. Comment il va le doyen ? Ouais, il va plutôt pas mal. Et puis finalement tu me demandes de choisir entre tous ces mecs là, je prendrais Churchill quand même. Pas mal. Bon, pas Weshden, je pense je sais peut-être pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Non, je vous le dis honnêtement, je ne sais pas qui c'est. Non, J'ai déjà entendu ce nom, mais je ne sais pas avec qui c'est. Churchill à mon avis, je pense que c'est bonne ambiance. T'as quoi ? T'as 8ème dose toi non là au moins. Ouais, bah, facile ouais. Contre la peste. Et enfin, quand on sort tous de la période des fêtes en disant bordel, j'ai l'impression d'avoir fait que bouffer et picoler pendant une semaine complète, lui il dit c'est quand qu'on recommence. Les 2 étoiles sur son maillot commencent à ressembler à des planètes. Comment il va le loupard du 69 là ? Putain, bah écoute, ça va très bien. Rien à redire, bonne année à tous. Super top. Les gars, ma petite question PMU du jour. Votre favori pour la CAN, très simple. Et me dites pas 3 fois Algérie. Le Sénégal. Le Sénégal finaliste en 2019 contre l'Algérie, donc je les vois aller au bout avec une équipe tout aussi solide, ce bon vieux Habib en attaque, donc écoute, j'ai été grande confiance dans le Sénégal. Alex ? Tu veux un favori du cœur ou un favori du cœur. objectif ? Un favori du la cœur. Tunisie évidemment.
logique. Évidemment. On se rappelle qu'il a vécu là-bas entre 1432 et 1512. L'invasion des morts, c'était lui à la base. À l'époque Val, toi, favori du cœur aussi, évidemment. Écoute, vu que personne l'a dit, moi je vais dire l'Algérie, puisqu'ils Oui, sont t'as le droit, du clairement coup. favoris. Je vais pas prendre de risques. Ils sont complètement bien partis. Bon, allez, on se lance dans l'émission. Ça fait longtemps que je vais en parler, je l'ai saoulé avec ça depuis longtemps et étrangement, Poto Carré n'était toujours pas allé faire un tour aussi du côté de la perfide Albion. Alors aujourd'hui on a décidé de vous faire découvrir ou de vous en apprendre un peu plus sur un coach qui ne fait pas de bruit, Graham Potter, actuel manager des Seagulls. Cet ancien joueur au parcours atypique propose un jeu attrayant avec une équipe qu'on n'attendait pas. Déjà l'an dernier, moi j'ai assisté à bon nombre de matchs où ça développait du jeu et les résultats n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Cette année, les résultats suivent un peu plus du côté de Brighton et on va dire que ce néo-barbu n'y est pas pour rien. On a longtemps hésité à faire un sujet sur Brighton tout simplement, mais on s'est dit que ce serait dommage de ne pas aller plus en profondeur sur le parcours de ce coach. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur les Seagulls, n'hésitez pas à aller checker notre ami Clean Sheet qui a fait un très bel article sur son amour pour Brighton et qui va faire un live Twitch dédié à cette équipe avec Darren Tulette. Fait un petit coup de promo. Donc les gars, commençons. Graham Potter, est-ce qu'on peut reprendre son parcours depuis le début du début, c'est-à-dire même en tant que joueur? Ce qui est assez intéressant avec lui, c'est que déjà c'est l'anglais de base, vraiment. Dans le sens où c'est un mec qui va rester dans son coin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, on sent un peu de méprise là. Parce dans que la c'est un voix, mec hein. qui 6 janvier 2022, Flo n'aime toujours aucun autre peuple que les Français. Encore, ça dépend lesquels. Non, mais dans le sens où c'est un mec qui, dans cette Angleterre, va rester un peu tout le temps jouer dans son coin au début. Dans son coin de l'Angleterre, il faut savoir que lui, il vient de Solihull, qui est grosso modo à une trentaine de kilomètres de Birmingham, dans ce qu'on appelle le Grand Birmingham. Donc cette région un peu des Midlands au milieu de l'Angleterre. Et du coup, il va être formé au club de Birmingham City, qui est un des deux grands clubs de la ville avec Aston Villa. Mais il va avoir un passif de joueur qui est pas énorme. C'est un latéral gauche qui va donc jouer ses 2 premières saisons en Championship, en 2e division anglaise avec Birmingham City. Ensuite, il va connaître un petit peu la D3 et le Championship toujours avec Stoke et West Brom, qui à cette époque-là sont pas des équipes qui jouent régulièrement la Première Ligue. Il va jamais trop s'imposer dans ces équipes, sans trop savoir pourquoi. Il va quand même atterrir à Southampton en Première Ligue, je crois qu'on est en 96-97, mais il va prendre part qu'à 7 ou 8 matchs, quasiment tous en tant que remplaçant. Et c'est un mec, en fait, voilà, sa carrière en tant que joueur, il a beaucoup de mal à s'imposer, et le seul moment où il trouve une place de titulaire, c'est en arrivant en Ligue 2. Et notamment là où il va arrêter sa carrière, donc League 2 c'est la 4e division, hein, pour ceux qui connaissent pas forcément le championnat anglais, et il va arrêter sa carrière à Macclesfield où il est alors titulaire en 2005, et il a même pas 30 ans je crois quand il arrête, ou tout juste 30 ans quand il arrête. Ok, donc on est sur une carrière de joueur assez anonyme et pas très marquante. Comment ça s'est passé la transition joueur-coach? Est-ce que c'était quelque chose de très naturel? Est-ce que ça s'est fait directement? Ça s'est pas fait directement, puisqu'il a eu une période entre les deux où il a décidé de reprendre les études. On y reviendra probablement un peu plus tard dans l'épisode, mais c'est vraiment un moment important dans sa carrière d'entraîneur futur, puisque du coup il a repris ses études. C'est à l'Open University. Il suit des cours de sciences sociales en plus d'un master de management en intelligence émotionnelle. En fait, cette partie de sa vie, ça dit beaucoup de ce qu'on va détailler après. C'est que c'est un mec qui voit pas le football comme les autres, et surtout il voit pas le rapport aux hommes, qui est quand même quelque chose de très important dans le foot, comme les autres. Il a réalisé une thèse sur l'importance de l'image véhiculée et de l'autonomie dans le développement individuel. Donc on est vraiment sur un intellectuel et sur quelqu'un de très cultivé. Et du coup, il va carrément on va lui offrir un poste d'enseignant du développement du football aux universités de Hull et plus tard de Leeds. Et c'est là qu'il commence à entrer concrètement de pied dans le foot. C'est vrai que ce que dit Alex, c'est ultra intéressant. Donc il a ce diplôme de sciences sociales à Hull. Ensuite il a cette maîtrise qu'il obtient à l'université de Leeds en intelligence émotionnelle et en leadership. Mais en fait tout au long de ce parcours il va revenir au football. Alex l'a dit, en tant qu'enseignant, directeur du développement, et il va aussi progressivement revenir un petit peu sur le terrain. Il va notamment être entraîneur adjoint de l'équipe anglaise universitaire à ce moment-là. Et en fait, plus vers la fin de son cursus, au moment où en fait il se rend compte qu'en regoûtant un peu au terrain, il a aussi envie de s'orienter vers ça. Il devient en 2007, le temps de la compétition de la Coupe du Monde de football féminin, il devient directeur technique pour l'équipe féminine du Ghana. Et en même temps, en fait, pour la BBC, il réalise une sorte de chronique quotidienne sur la compétition. Donc déjà à ce moment-là, il est toujours au milieu de ses études, grosso modo, dont Alex parlait très bien, et il commence vraiment à avoir le goût pour revenir sur le terrain.
et on le voit immédiatement forcément à ce moment-là, et lui il pense dans le côté plutôt coaching et management. Et redire que c'est excuse-moi Jules, que c'est un parcours qui détonne, parce que nous on a l'habitude des coachs en fait qui passent leur diplôme et qui directement vont entraîner on va parler de la France, mais qui vont entraîner des N3 ou qui commencent typiquement à BitBay au Red Star. C'est un mec qui dans un sens fait tâche, et c'est intéressant de voir que en fait ça va pas lui servir pour trouver un club après. Non, mais un parcours qui ressemble un peu au coach portugais, André Villas-Boas, complètement, le côté universitaire, qui ont fait des études et qui ont vraiment étudié, et qui sont un peu sortis du spectre purement du terrain. Je me permets de faire un petit coup de promo, puisque dans notre prochaine émission de la table ronde qui sera dédiée à la formation en France, on parle justement de cette différence entre les entraîneurs qui sont issus d'université et les entraîneurs qui sont issus justement du terrain, qui provoquent parfois des décalages entre la vision dans la formation, etc. Et on en a parlé pas mal, notamment avec Adrien Mathieu qui gère le compte Formation Football Club, et Olivier qui travaille chez Nosotros. Et voilà, je me permets de faire un petit coup de pub parce que c'est vraiment un sujet intéressant. Ok, et du coup, notre ami Graham, donc il a fait beaucoup de choses après sa carrière de joueur, parce qu'en final, il était presque à moitié en études, à moitié sur des postes un peu, on va dire, folkloriques à droite à gauche, mais un peu proche du terrain. Et comment il arrive à trouver un poste de numéro 1 quand il sort de là, du coup ? Bah en fait, on sait pas vraiment si au début il se destine à vouloir trouver un poste de numéro 1. En tout cas, en Angleterre, évidemment, que dans le monde professionnel, les portes sont clairement fermées, encore plus pour un joueur qui a eu ce parcours de joueurs plutôt anonymes dans des divisions certes professionnelles, mais plutôt éloignées du rêve de la Première Ligue. Et en fait, c'est en décembre 2010 où il y a Östersund, qui est un club suédois, qui va le contacter. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il a une vie établie, une vie de famille, sa femme travaille, elle a un travail fixe en Angleterre, et ils vont quand même prendre en tant que famille le risque de se déplacer, d'aller à Östersund. Östersund, en plus, on est pas du tout sur la Suède, carte postale. Du coup, c'est une petite ville de Suède, 50 000 habitants. Surnom de la ville, Winter City. Voilà. Ça dit comme c'est dans le nord accueillant. C'est dans le nord de la Suède. Ouais. Il doit faire jour à peu près 2 heures par jour pendant l'hiver. Et ça donne quoi en termes de compétitivité Östersund à l'époque ? À ce moment-là, c'est une équipe qui a jamais joué au plus haut échelon professionnel, et qui est juste une équipe qui vient de descendre de la D3 à la D4, donc qui a largement quitté le monde professionnel, qui est vraiment dans le monde amateur. D'ailleurs, il le dit, et c'est vraiment ce qui l'a formé. Il a entraîné des joueurs qui étaient livreurs de sushis, d'autres qui étaient profs, des métiers complètement différents de ce que même lui a connu dans le professionnalisme des bas échelons anglais. Et juste la petite aparté, c'est que même Östersund, c'est une petite ville moyenne de Suède, comme c'est l'équivalent de Beauvais. C'est ça. Moi j'ai regardé, c'est l'équivalent de Beauvais en termes d'habitants. Avec plutôt que d'être connu pour un aéroport par exemple pour Beauvais, eux ils sont connus pour le biathlon. Voilà, c'est une ville qui accueille des championnats du monde de biathlon. Enfin, une manche de coupe du monde de biathlon. On est sur une offre d'emploi très alléchante, tellement alléchante que voilà. il raconte ça à la BBC, c'est que quand sa femme emmenait les enfants à la crèche, ce que lui disaient les personnes qui géraient la crèche, c'était je rentrerai chez vous si j'étais moi, je rentrerai chez moi si j'étais vous. C'est dire comme l'endroit était accueillant, et surtout comme le disait Flo, biathlon first, le football ça n'existait pas dans la ville, tout le monde s'en foutait vraiment. Et en fait, donc juste pour repositionner au moment de son arrivée, donc on est en décembre 2010, et en fait c'est le président qui va le faire venir directement, parce que le président c'est un Suédois mais un ancien joueur qui a joué à Fulham, donc en Première Ligue et en Championship à l'époque, et qui veut redonner du dynamisme à son club, et qui va donc vouloir aller chercher un coach anglais pour le faire venir. Il faut savoir qu'en plus en Suède, historiquement, il y a une certaine tradition des coachs anglais, que ce soit dans les clubs ou notamment dans les sélections avec par exemple Roy Hodgson. Ok, et donc qu'est-ce qu'il va en faire de ce club de D3, D4, notre bel ami Graham ? Bah, il y a évidemment l'aspect sportif qui est intéressant. Je pense qu'on reviendra un petit peu plus tard sur l'aspect extra-sportif qui est là pour le coup la vraie plus-value qu'a apporté Graham Potter dans ce club. Mais sur l'aspect sportif, du coup il récupère ce club en 4ème division. Dans les 2 premières années, il arrive à les faire monter en 2ème division, donc 2 montées consécutives. Ils se maintiennent une année, et ensuite l'année suivante, ils réussissent à monter en 1ère division. Donc pour la première fois, ils accèdent au plus haut niveau professionnel. À l'Allsvenskan. Voilà, la première division. C'est la première division. Je m'y serais pas risqué. Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, c'était des amis suédois, ça tu t'en rappelles, ça reste. Et l'année de la montée, il réussit l'exploit de remporter la Coupe de Suède, qui est, on peut le dire, une performance assez impressionnante pour un promu. Et du coup, cette victoire en Coupe de Suède leur ouvre les portes d'un tour préliminaire en Ligue Europa. Pour lequel ils vont réussir à se qualifier. Ils vont se qualifier pour la phase de poule. Ils vont se retrouver dans une poule avec le Hertha Berlin et l'Athletic Bilbao. Et ils vont sortir de cette poule et défier en 16e de finale Arsenal, où là ils vont se faire éliminer malgré une victoire à l'Emirates sur le match retour.
Ouais, je me permets de mettre un peu plus d'émotion dans cette période parce que en fait ce qu'ils ont fait c'est hallucinant. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait son début de carrière c'est quand même flamboyant. Non, c'est fou parce que rien que en fait moi je trouve il y a un chiffre qui m'a marqué. Quand il arrive, la moyenne d'affluence au stade c'est 800 personnes. Quand il part, ils sont à 6-7 000 de moyenne. Et ils ont dû agrandir le stade. Et ils ont dû agrandir le stade, effectivement. Pour un club qui vient de nowhere. Et ça, c'est grâce au jeu. Et surtout, il a... Parce que je vous disais tout à l'heure... Nowhere, c'est le nom de la 4ème division suédoise. Je vous disais tout à l'heure que la ville s'appelle... le surnom, c'est Winter City. Mais c'est aussi parce que les gens ont une vraie aversion vis-à-vis du foot. Ouais. Et cette aversion, en fait, c'est Graham Potter qui va la faire changer. Et en fait, il va attirer les gens au stade par le jeu. Et justement, qui de mieux que lui pour expliquer ce qui s'est passé pendant ces années-là. Il raconte, pendant les 2 premières années, il était impossible de faire venir des gens du sud de la Suède parce qu'il n'y avait ni histoire, ni tradition, ni culture. Nous devions donc fournir une identité, un style de football qui pouvait être intéressant pour les gens et sortait de la culture suédoise traditionnelle. C'est dire le challenge qu'il affrontait. En vrai, aller en première ligue derrière, pour lui, c'était du pain béni. Hein. Il n'y avait que des amoureux du foot. Enfin, ce qu'il a fait là-bas, c'est fou. Et c'est normal qu'il ait tapé dans l'œil de certains recruteurs. Non mais là c'est la partie où on rentre vraiment. Alors l'histoire sportive est magnifique parce qu'il y a des performances qui sont exceptionnelles. De passer de 4ème division à la première division, à la Ligue Europa en si peu de temps, c'est quasiment du jamais vu. Mais le vrai aspect intéressant, et je pense que c'est vraiment là-dessus, enfin c'est vraiment sur cet aspect-là qu'on a voulu faire cette émission, c'est toute l'identité culturelle qu'il a créée autour de ce club et autour de cette équipe notamment, en instaurant tout un tas de mesures pour justement inciter ses joueurs à avoir une certaine ouverture d'esprit. Et je pense qu'on va en parler directement, mais c'est vraiment, je pense que c'est peut-être l'entraîneur le plus 11e art qu'on puisse avoir. Ouais, complètement. Je pense qu'il rentre vraiment dans la fibre de ce que nous on essaie de mettre, justement d'aller chercher dans d'autres disciplines, de promouvoir la culture à travers le sport ou à travers le foot. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant comme sujet. Ça, vous allez me les détailler, les révolutions qu'il a faites dans ce club-là, mais ça, on est d'accord que c'est de son fait à lui, c'est pas des gens en interne et machin, c'est de son fait. Et donc, du président. Et du président qui est un ancien joueur de Première Ligue aussi, donc c'est un homme fort aussi, le président. Et donc du coup, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont modifié dans ce club ? Déjà, avant même de parler du sportif, Val le disait, il modifie un aspect social, il va lier les gens à la ville de par l'état d'esprit, de par évidemment l'épopée en Coupe d'Europe et les ascensions. Mais par exemple, il a un vrai engagement social pour le club, pour la ville et pour la communauté. Par exemple, grâce à lui, le club va être donc Östersund va être le premier club sportif tout sport confondu de Suède à obtenir une certification de club qui accueille des LGBT+. Et donc il est un de ces premiers. À ce moment-là, on est en 2015-2014 à inciter à l'ouverture. C'est aussi un coach qui va faire énormément confiance à des joueurs étrangers. On sait qu'en Suède il y a énormément de réfugiés, il y a beaucoup d'Irakiens, d'Iraniens, de Syriens dans son équipe. Donc il a vraiment ce côté multiculturel, mais il arrive à mettre du lien dans ça. Et par exemple, il y a 2-3 anecdotes qui sont assez intéressantes sur l'aspect culturel pur et social. C'est que par exemple, il veut que le foot ne soit pas il veut aussi rendre ses joueurs meilleurs. Et de par ça, il va obliger ses joueurs à lire, et notamment à aller lire des textes à des jeunes gens, pas forcément dans des hôpitaux, juste à des jeunes de la ville, pour les sensibiliser, tant les joueurs que les jeunes. Même pas dans des hôpitaux ? Non, pas spécialement, on est vraiment sur distribuer l'air à tout le monde. Mais par exemple, il y a un côté qui est ultra intéressant, c'est que chaque année, il veut, un petit peu comme le Red Star le fait d'ailleurs, que le club ait des projets culturels. Et de ces projets culturels, il y a un truc qui est assez fou, c'est qu'il va entraîner derrière lui tout le club, joueurs, salariés, staff, lui-même, et ils vont se mettre en scène dans certains projets culturels, et notamment une année, un ballet du lac des Cygnes, qui vont faire sur scène devant 500 personnes, avec les joueurs habillés comme pour un ballet, et c'est lui qui fait une scène d'ouverture où il est au sol en train de danser et de faire un ballet. Il y a vraiment un côté chez lui où il est capable de transcender un effectif des joueurs, et même au final une ville et une région. Mais le ballet, c'est un des exemples parmi tant d'autres, parce que déjà, quand il est arrivé en 2013, ils avaient fait une pièce de théâtre. L'année suivante, c'était réalisation de des tableaux. Ouais. En France, on avait eu ça aussi. Rudy Garcia, il avait fait un sketch. Oui, il a duré trop longtemps. En fait, c'est pas Rudy Garcia, c'est Jean-Michel Aulas qui fait un sketch sur les sélections des entraîneurs. Rudy Garcia, c'est le Bigard en fait. Voilà. Tu vois. Et à chaque fois, à chaque fois qu'ils font ce genre d'initiative-là, c'est fait aussi pour récolter des fonds pour notamment aider des immigrés qui viennent et qui ont des difficultés financières, notamment des immigrés qui sont des immigrés politiques, notamment des réfugiés politiques, dus à des conflits dans leur pays.
Et ça, en fait, s'il le fait, c'est par ses études. Et ces études, elles lui ont amené une réflexion sur les émotions qui est décisive dans sa manière de manager les équipes. Et par exemple, quand il est arrivé dans le club, il y a un truc qui l'a changé, c'est qu'avant, on était très dans... et c'est récurrent. À chaque fois qu'on parle de club, on parle d'institutions, de sanctions, typiquement, quand on parle de Paris, il n'y a pas assez de sanctions, machin. Lui, il a abordé les choses sur un prisme différent, où il a dit, en fait, la notion d'erreur, elle doit pas être sanctionnée par un blâme. Elle doit être réfléchie, elle doit être pensée, elle doit être parlée. Alors, c'est vraiment une approche qui est un peu, enfin moi ça me parle personnellement, c'est une approche qui est psychanalytique presque, où en fait on va commencer à réfléchir ensemble et se tirer vers le haut. Ça correspond à ses études. Bien sûr, ouais, c'est ça, et ne pas être dans le reproche en fait, mais de grandir ensemble. Il a une citation où il dit les gens pensent que coacher implique de gagner des matchs. Oui, bien sûr. Mais tout au long de ma carrière, j'ai aussi cherché à aider des personnes à devenir meilleures, qu'elles connaissent plus de succès, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Et il y a un exemple qui est peut-être l'exemple ultime tout au long de sa carrière, tout club confondu, et qui le restera probablement. C'est Brouha Nouri, qui est un réfugié irakien qui a aussi la nationalité suédoise, qui à ce moment-là est déjà un joueur pro assez jeune, qui a eu des problèmes, qui a été condamné pour du trafic de drogue et des violences liées au trafic de drogue. Plus aucun club ne veut de lui. Et en fait, Graham Potter va venir lui tendre la main et progressivement, il va faire toute l'épopée avec Östersund pour devenir finalement le capitaine d'Östersund. Donc on voit vraiment cette filiale très sociale et de faire confiance à n'importe qui. Enfin, pas à n'importe qui justement, parce que lui va, dans ses méthodes de recrutement, vraiment se concentrer sur l'humain autant que le joueur. Tant mieux que les résultats sportifs aient suivi, mais même s'ils n'avaient pas suivi, quoi qu'il arrive, la démarche est super intéressante à étudier. Et d'ailleurs, on voit l'impact sur le club qu'il a eu quand il est parti, on l'a senti direct. Bah, c'est une catastrophe. Il part en 2018, donc pour Swansea au Pays de Galles en Championship. Depuis, le club est redescendu en 2e division et le président, qui était pourtant l'homme qui lui a fait confiance, a été condamné à 3 ans de prison pour blanchiment d'argent. Ah merde, putain, j'ai bien vu dire tout à l'heure, ouais, c'est un homme fort et machin. Le mec est en tôle. On va passer très rapidement sur Swansea, parce que c'est pas intéressant. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de mettre en lumière le parcours intéressant de Graham Potter. Et Swansea, il s'est rien passé, le projet était pourri, il est resté 1 an. Il finit 10e, on voit qu'il y a un fond de jeu qui est intéressant. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de moyens, et en fait, face au manque de moyens, il reste pas. Ça ne nous dit rien de l'homme. Et puis c'est un mec qui a besoin de temps. Enfin, on le voit bien à travers ce qu'on a décrit en Suède, il a besoin de temps pour mettre en place ses préceptes et ses principes. Donc, moi, pareil, j'ai appris à marcher à 9 ans et demi. Je croyais que tu allais nous parler de ta vie sexuelle. Pour avancer un petit peu du coup sur Graham, pour en savoir un peu plus du coup sur... Enfin, on en sait déjà pas mal avec ce qu'on a vu de ce qu'il a fait à Östersund, mais est-ce qu'on peut en savoir plus sur le coach, pas forcément ce qu'il fait, parce que forcément, évidemment que à Brighton, il a moins les mains libres qu'à Östersund de pouvoir faire des pièces de théâtre, de tout recouper dans le club, mais en tant que coach, comment il est avec ses groupes? Est-ce qu'il a une vision particulière? Qu'est-ce qui se passe? Quel type de coach c'est une bonne question. Déjà, quand on pose ce genre de questions, on peut se demander comment il est amené à construire ses groupes. Alors, je sais pas comment il construit ses groupes en interne personnellement, mais je sais en tout cas qu'il a des démarches, notamment sur les phases de recrutement, où il est évidemment, et c'est dans la continuité de ce que disait Alex tout à l'heure, il s'inspire évidemment des études qu'il a fait avant justement de devenir entraîneur. Et à chaque recrutement, il fait des entretiens très très longs avec ses coachs, avec ses futurs joueurs, pour apprendre à les connaître, pour voir où est-ce qu'ils pourraient être utiles pour le club, quel type de joueur ça pourrait être, quelle importance ils auraient dans le vestiaire, etc. Donc voilà, ça c'est un des premiers arguments. Ça il le fait avec chaque joueur. Chaque joueur, un petit peu à la manière que ce que fait Petkovic, alors sans l'aspect peut-être très psychologue qu'a Petkovic, dont on avait parlé dans la dernière émission, dans l'avant-dernière émission de Potocaré. C'est intéressant comme manière de construire son groupe, de voir le côté psychologique. Enfin, on sait que certains directeurs sportifs et agents le font, de dîner avec les joueurs pour en savoir plus, mais tous les coachs le font pas forcément, et c'est important pour gérer son groupe ensuite. Mais du coup, on a beaucoup dit sur sa manière de gérer les groupes, gérer les hommes. En termes de tactique, qu'est-ce qu'il vaut? Parce que c'est bien beau de faire des balais, de la psychologie, etc. Mais si tu vaux que dalle sur le terrain, ça va pas aller loin ton histoire. Justement, il fait des balais, mais aussi sur le terrain. Oh oui. Et oui. Non, mais c'est un truc qui a été même en Suède vachement repris, où on comparait en fait son approche culturelle à son approche footballistique. Le schéma de base qu'on peut décrire de lui, c'est pas un dogmatique. Il a pas un système établi. Peut-être qu'il va être dogmatique sur le côté je vais essayer de mettre en place mon style, qu'importe l'adversaire. Il peut s'adapter face à des très grosses équipes, si le Chelsea, sans être dogmatique, Liverpool. moi qui regardais pas mal le Brighton de Potter, ce qui me faisait rire, c'est que c'était un des premiers à mettre en place un 3-5-2 qu'on voit partout. Historiquement, c'est le 3-4-3 historiquement qui vraiment. Et en fait, là où sur les
en fait, il va vachement se baser sur les préceptes de Guardiola et notamment sur les idées de demi-espace. Alors le demi-espace, ça a l'air un peu complexe comme ça et un peu imblairable, mais c'est assez simple. L'idée, c'est simplement que quand le joueur... Donc vous pouvez découper le terrain en 5, il y a la zone centrale et les 2 ailes, et entre la zone centrale et les 2 ailes, il y a des lignes qui sont ces fameux demi-espaces. Et l'idée, en fait, c'est de trouver... Voilà, évidemment. Et l'idée, c'est de trouver un joueur démarqué dans ce demi-espace pour attirer la défense adverse. Et en fait, toute sa philosophie footballistique, elle va être basée là-dessus, sur comment créer le décalage. Donc, toujours dans une idée de domination de l'autre et de création de décalage chez l'autre. Et effectivement, pour revenir à quelque chose de moins peut-être technique, mais il y a une continuité dans tous les clubs, que ça soit Östersund, Swansea et maintenant Brighton, c'est le côté vouloir le ballon. C'est-à-dire que par exemple, dès sa 2e saison en première division suédoise, il était 3e avec un tout petit effectif, 3e en termes de possession de balle avec plus de 56% en moyenne, premier en termes de passes réussies par match. Et par exemple, alors avec Swansea, effectivement, son passage est pas ultra marquant, mais il y a un match qui aura marqué un petit peu l'Angleterre du foot, c'est ce match contre Manchester City en Cup, où ils vont mener, je crois, 2-0, ils vont s'incliner 3-2. Et Guardiola, à ce moment-là, en conférence de presse, dit l'entraîneur qui est en face est un entraîneur extraordinaire. Et c'est aussi à ce moment-là que Brighton va commencer, parce qu'ils ont longtemps attendu, ils ont longtemps essayé de convaincre Graham Potter. Et c'est à ce moment-là que Brighton va se dire qu'il faut vraiment essayer de se positionner là-dessus. On fonce sur Brighton un peu pour finir, pour voir exactement ce qui se passe, on va dire, entre l'an dernier et cette année avec ce club-là. Parce que vraiment, j'ai aucune affinité à Brighton, je n'ai pas de famille qui vient de là-bas. Et par hasard, j'ai commencé à regarder cette équipe-là et j'ai vraiment kiffé ce jeu. Alors qu'il n'y avait pas de raison. Donc comment il est arrivé à Brighton? Qu'est-ce qu'il a fait avec ce club? Bah en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'il arrive en mai 2019 après surtout son passage marquant à Östersund, notamment en Europa League et sa saison à Swansea. J'ai un petit doute juste, quand il arrive, Brighton viennent de monter en première ligue ou ils y sont déjà? Non, ils y sont déjà. Ils ont déjà passé, je crois, 2 saisons. Okay. Le maintien 2 fois. Ouais, sous Chris Hughton, qui à ce moment-là est le coach typique anglais des années 90, on va dire, qui en gros tu balances devant, t'as un grand, à l'époque Glenn Murray, qui enchaînait les buts, un 10 qui est capable de récupérer, qui était à cette époque-là grosse, qui jouait plus haut sur le terrain, et en gros vous vous débrouillez comme ça. Et je crois que c'est 1 ou 2 fois il arrive à décrocher le maintien avec Brighton, et un peu surprenant parce que Brighton n'est pas un gros, ils vont quand même changer de coach, et en fait ils vont vouloir instaurer une immense révolution dans le club, et il n'y a pas mieux que Graham Potter pour en fait incarner directement cette évolution. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que immédiatement le club et la direction va donner les clés en main et va faire ultra confiance à Graham Potter, parce que dès le premier mercato ils vont investir, je crois que c'est pas loin de 70 millions, notamment 20 millions sur Mopé, 22 millions sur Webster, le défenseur central, 20 millions aussi sur Trossard, qui sont toujours aujourd'hui des joueurs ultra importants. Et c'est ce qui va le pousser en fait à décrocher le maintien, pas forcément compliqué d'un point de vue numérique, mais ils vont finir 15e et 16e sur les 2 premières saisons de Graham Potter. Avec le contexte qu'on sait, les statistiques qu'on sait, c'est-à-dire que ça jouait bien au foot. Et sur la direction, juste avant que tu reprennes, sur la direction, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que Brighton a été un club qui a été souvent très en danger, parfois qui étaient largués un peu pour le maintien, etc. Et ils ont toujours maintenu leur confiance en Graham Potter qui a su redresser la barre. Mais complètement. Et comme le disait Flo, déjà le choix de virer l'autre coach est quand même assez surprenant, parce que c'est pas une équipe qui est vouée à se maintenir en première ligue, hein, historiquement. Et en fait, ce qui est intéressant dans le recrutement, Flo parlait de l'argent qui a été dépensé, mais les joueurs, faut les ramener. Tu vois, c'est comme Newcastle maintenant, tu peux te dire club de mercenaires, tout ce que tu veux, les joueurs, faut les emmener à Newcastle. Et en fait, Graham Potter, ça, il le sait. Et du coup, il dit, vous devez toujours offrir une raison pour laquelle les joueurs viendraient jouer dans votre équipe. Et si c'est seulement pour les finances, alors nous allons atteindre notre plafond, parce que 95% du championnat est déterminé par les finances. Alors il faut apporter autre chose, une identité, un style auquel les joueurs peuvent s'identifier. Et ça dit tout en fait de son raisonnement et de comment il fait pour fédérer autour de lui, et l'histoire qu'il raconte aux gens qu'il veut recruter, et qu'en fait tu viens pas pour jouer au foot à Brighton, tu viens pour Graham Potter, tu viens pour jouer dans un 3-4-3, tu viens pour jouer dans un 4-4-2, et surtout tu sais qu'en phase offensive tu vas évoluer comme ça, en phase défensive tu vas évoluer comme ça, et les joueurs s'éclatent. Bah non, mais c'est même dommage que t'aies pas été jusqu'au bout de la citation, Alex, parce qu'après il donne des exemples. Ouais. Tariq Lamptey, Rob Sanchez, Jacob Moder, Léo Trossard, ils ont l'opportunité d'évoluer dans leur carrière, améliorer leur situation, et si nous allons dans cette voie-là, il faut que nos supporters soient d'accord avec cela.
Donc ça, c'est vraiment une vision. Je tiens juste à dire que t'étais quand même dur avec Brighton, parce que c'est pas Newcastle non plus. C'est sympa Brighton comme cadre de vie. Enfin, c'est une ville. Oui, on est dans le Sussex, mais tu vois, c'est un transfert à 20 millions. Ça veut dire un joueur qui a un peu la cote. C'est pas un gros club. Tu peux te dire, je vais aussi au Bourbier, je vais galérer, jouer le maintien, j'ai pas d'intérêt, quoi. Mais du coup, quand tu vois ça, la déclaration qu'il fait, c'est dans la continuité de ce qui se faisait à Östersund, c'est-à-dire réussir à mettre en place une identité. Alors certes, peut-être pas aussi forte et peut-être pas aussi axée sur la culture que ce qu'il faisait en Suède, mais il a toujours cette mentalité-là, et même cette petite dernière phrase, et si nous allons dans cette voie-là, il faut que nos supporters soient d'accord avec ça. Bah, c'est aussi ça l'idée, c'est de fédérer autour des supporters, de fédérer autour de l'équipe avec les supporters, avoir une vision beaucoup plus globale et pas seulement footballistique. Il va aussi aller chercher d'autres pas uniquement une dynamique sportive, exactement, d'autres aspects hyper importants dans la ville. Par exemple, il fait partie d'un mouvement il fait partie d'une campagne pour inciter les gens à consommer chez les producteurs et les entreprises locales, à soutenir les commerçants de sa propre ville, etc. Donc c'est vraiment une idée beaucoup plus générale, et une idée, enfin même une vision plutôt progressiste des choses, quoi. C'est vraiment une idée, c'est un précurseur. Et c'est un état d'esprit du coup qu'on retrouve effectivement, pour revenir au côté sportif. Sur le côté sportif, on le disait avec Östersund, le côté on croit toujours en nos rêves et on est capable de renverser des montagnes. Et ben avec Brighton, il en est capable. C'est-à-dire que je crois que cette saison, c'est l'équipe qui a gagné le plus de points en retournant des situations, ou qui en tout cas est dans le top 3. Il y a cette égalisation très récente de Welbeck qui revenait de blessure contre Chelsea à la 91e minute. Ils l'ont fait aussi dans le temps additionnel, ils sont revenus, ils ont décroché des points contre West Ham, Southampton. Et moi j'ai en souvenir ce match à Anfield, donc je crois que c'est au mois d'octobre ou novembre, où Liverpool mène 2-0 au bout de 20 minutes à Anfield. On se dit c'est bon, ça va dérouler et ça va finir en 5-1. Et en fait le match termine à 2-2 parce que Brighton continue d'y croire et continue en plus à jouer son jeu. Le but incroyable de Mwepu. Exactement. Et non, mais c'est intéressant ce que tu disais, Val, parce que c'est là qu'on voit que du coup il a une réflexion qui est largement ailleurs que le foot. Comme à Östersund, ce qui l'intéresse, c'est de s'inscrire dans un projet, ce qui est vraiment pas le cas de tout entraîneur aujourd'hui. T'en as plein qui viennent prendre des chèques. Et avec la lucidité aussi de se dire que là il sait maintenant qu'il est à Brighton et qu'il est pas à Östersund, parce que c'est pas les mêmes attentes, les mêmes exigences, les mêmes budgets, etc. Mais il arrive quand même à s'adapter aux conditions de chacun des clubs. Sinon, dans son cercle rapproché au niveau de son staff, est-ce qu'il est accompagné par les mêmes mecs? Enfin, est-ce qu'il a un cercle proche? Comment il s'organise avec ça? Alors déjà, il a le directeur technique actuel de Brighton, qui est un mec avec qui il travaille en grande confiance. Il est arrivé en même temps que lui en 2019. Donc dans 3 ans il sera en prison, c'est ça? Non, c'est le directeur technique, c'est le président qui sera en prison. Donc ce mec-là, c'est Dan Ashworth, et qui en fait était le directeur du développement des joueurs élites jeunes pour la fédération anglaise, et qui a été notamment l'artisan, alors nous on le connaît pas en France, mais du programme DNA England, qui était un gros programme et qui notamment a très bien marché, puisque les équipes anglaises ont été championnes du monde. Qui était un énorme U20, programme qui a permis U17, ils avaient un problème de formation et qui a sorti tous les Sterling, le Hudson-Odoi et machin. Exactement. Et lui, il est à l'origine de ça de 2012 à 2019, et c'est ce qui permet pour les catégories de jeunes de remporter la Coupe du Monde U20, U17, l'Euro des U19. Donc ça, c'est un directeur technique qui bossait pas avec lui avant, mais avec qui il travaille vraiment en très bonne collaboration. Mais par contre, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il a gardé un staff depuis l'aventure à Östersund et depuis la Suède, donc depuis maintenant près de 10 ans, et qui travaille en collaboration donc avec Dan Ashworth. Ok, donc on est sur une bande de gars qui se suivent quand même depuis quelques années et qui se connaissent bien. Pour finir sur ce sujet-là, et notamment sur Brighton, on a déjà pas mal parlé de la tactique de Graham Potter, on va pas y revenir, surtout que la tactique à l'O2 c'est toujours un peu compliqué, mais est-ce qu'on peut parler, pour ceux qui n'ont pas beaucoup regardé Brighton cette saison, un peu des hommes forts de l'effectif cette année, de son 11? Depuis quelques saisons, il y a 3-4 mecs qui reviennent. Il y a évidemment Bissouma qui s'est auto-proclamé meilleur milieu de terrain de la première ligue. Ouais, alors voilà. Il y a quelques mois. Il a dit ça. C'est pas con. Ouais. Donc effectivement, on a Bissouma là, qui a ce rôle ultra important dans le double pivot avec Adam Lallana qui apporte une touche technique. On a Lewis Dunk qui est le capitaine en défense centrale, et que ça joue à 3 ou à 2 défenseurs centraux, il est toujours présent. Et puis surtout un peu plus haut, on a leur Solimarch qui est capable de jouer dans les couloirs, que ce soit piston, latéral ou milieu un peu plus haut, qui est toujours un homme de base. Et évidemment les deux devant, Trossard et Neil Maupay, qui sont deux joueurs qui c'est pas forcément des profils sur le papier qu'on aurait associés, et en fait c'est deux joueurs qui marchent extrêmement bien ensemble, qui sont très fins techniquement. C'est deux petits gabarits pour la première ligue, c'est ça qui est étonnant. Des valeurs sur MPG. Et du coup, moi, juste pour rajouter ça aussi, ce qui est vraiment étonnant, c'est que pour un club comme Brighton, je trouve qu'ils ont une profondeur de banc super intéressante. C'est-à-dire que si tu as Trossard, tu vas avoir McAllister, au milieu tu peux avoir Jakub Moder, tu peux avoir Mwepu, devant Danny Welbeck. Sur les pistons, tu sautes Cucurella, tu peux avoir l'option Dan Burn, tu peux avoir Solimarch, donc qui sont blessés, qui peut y aller, t'as Lamptey à droite, tu peux être remplacé par Gross. C'est réfléchi cette construction d'effectifs, quoi. Mais ça c'est pareil, c'est des joueurs qui sont façonnés par l'entraîneur. Quand tu donnes les noms que tu viens de citer, grave. En vrai,
Welbeck typiquement. Non, Welbeck il était mort pour le football. Non mais je suis d'accord, mais tout ça à la limite les Solimar, les McAllister, les Yacoub Moder, ils n'existent pas avant Potter. Non mais personne ne les connaît aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui c'est des belles cotes. Si aujourd'hui c'est des bons joueurs de foot. Non mais nous on les connaît parce qu'on suit le foot au jour le jour, mais en vrai le grand public personne ne connaît aucun de ces joueurs. Neil Maupay en France, je pense que ça doit être je sais pas combien de personnes le connaissent. Je m'en rends pas compte, mais je pense qu'aujourd'hui ils ont tous des belles cotes. C'est des joueurs qui sont façonnés par cet entraîneur. Ouais. Et fasciné aussi probablement d'ailleurs, mais c'est tout, c'est pas des très bons joueurs, c'est des joueurs qui progressent grâce à un entraîneur. Mais aujourd'hui ce que je veux te dire c'est qu'aujourd'hui pour ceux qui les connaissent, pour moi c'est quand même en remplaçant des bons joueurs de première ligue. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, Crystal Palace ne double pas ses postes. T'as des équipes comme Tottenham des fois qui l'ont pas. Et là, c'est temps de voir la qualité qu'il y a dans les remplaçants. Pareil, tu les connais évidemment. C'est la même idée de construction d'un groupe. Oui, voilà, en fait, tu construis un groupe, tu construis un groupe, tu mets des joueurs qui progressent au fur et à mesure. C'est l'idée. Et sur la construction du groupe, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, au fil de ses épopées et de son parcours, même avec Brighton, en fait, les joueurs sont attirés par les jeux jolis parce qu'ils savent qu'ils vont progresser. Quand on voit un Veltman qui vient de l'Ajax et qui atterrit à Brighton, Ajax et Brighton, c'est deux clubs qui sont très logiques en fait dans la construction du joueur. Quand on voit que Correa, qui est un international espoir espagnol, on connaît souvent la formation espagnole, voilà, venir pour 16 millions à Brighton alors qu'il aurait potentiellement pu taper plus haut, c'est pas mal. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est sa citation, ils ont l'opportunité d'évoluer dans leur carrière, améliorer leur situation. Et par exemple, ça a été typiquement le cas de Ben White qui avait été prêté au moment où Graham Potter arrive à Brighton, à Leeds, et qui passe sous Bielsa, qui fait une saison extraordinaire. Leeds veut le garder parce qu'il monte, Graham Potter le fait venir, il fait une saison extraordinaire à Brighton, il est vendu pour 60 millions. Ce qui est bien, c'est qu'il a rien à lui apprendre quoi, pour le coup. Non, tu fais comme t'as dit papa et puis ça ira très bien. Quel forceur. En tout cas, Ben White en 3 ans il aura fait Bielsa, Graham Potter, Arteta en termes de coach. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Quel rapport entre les coachs et Arteta. Donc on a vu un peu plus sur Brighton, sur le parcours de Graham Potter. On va pas en raconter plus. Il y a plein j'allais dire plein de choses, mais même pas. Il y a quelques articles qui traitent de ce sujet-là. On a notre ami Clean Sheet qui en a fait un sujet très intéressant, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller là-dessus. Il y a notamment, Jules, C'est incroyable, ça fait 3 émissions de suite qui me baissent toutes mes conclusions. Mais ça, tu le laisseras, hein. Tu le coupes pas. Hein. Il y a notamment une masterclass où il explique le match contre Galatasaray et il explique avec un tableau noir et des pions le mouvement de ses joueurs et ce qu'il a voulu mettre en place. C'est exceptionnel. Okay, prends ça, Pascal Duprat. Je te pardonne parce que c'est plutôt intéressant. Pascal Duprat il parle pas anglais, il arrive pas à lire les sous-titres en même temps que de regarder l'image, ça lui fait mal à la tête. Surtout les pions, je crois qu'il les bouge pas sur le tableau, il les laisse tous en bas au même endroit. Body G. Tu tires. Allez, gratuit bashing sur Pascal. Donc voilà, on vous encourage de toute façon à aller regarder un peu plus les matchs de Brighton. Ça vous aidera, enfin c'est la meilleure manière d'en savoir plus sur Graham Potter de toute façon. Donc notez dans un coin de votre tête ce nom, parce que ça se trouve il ira dans un gros club. En fait, on a même pas envie de le voir aller dans une grosse cylindrée parce qu'il aura pas les mains libres et ça sera même. Est-ce qu'il a pas le profil pour aller jouer dans un gros club qui va où il fera que du coaching? Faut qu'il gagne. Un club avec une vraie identité, peut-être qu'il lui laisserait le temps. Bon, un type, ça pourrait être un successeur de Ten Hag à l'Ajax par exemple. Il peut être on peut le voir dans un club comme ça par exemple, ou Dortmund ou des clubs comme ça. En fait, dans les clubs anglais, là où je suis assez d'accord avec Jules, c'est que j'ai peur qu'on lui laisse pas assez le temps. Il avait été approché par Tottenham récemment. L'enfer. Je pense que pour lui ça aurait été pas une bonne idée quand on connaît Lévy, ça aurait pas été une très bonne idée. Mais par contre, il y a une vraie question qui se pose au-delà du club et de la future trajectoire qu'il peut avoir, parce qu'il a que 46 ans. C'est est-ce qu'aujourd'hui il est pas le meilleur entraîneur anglais actuel? Ouais, très bonne question. Du coup, on s'arrêtera sur cette question, on vous laissera y répondre dans votre tête. Et on va clore ce sujet et passer à vos petites chroniques. Pour vos chroniques, on va commencer par toi, Flo. Tu voulais nous faire une sorte de petit parallèle, un sujet sur 2 grands clubs qui sont à la dérive à tes yeux, c'est l'OL et le PSG. Bah oui, parce que ce dimanche, on a une plutôt très belle affiche de Ligue 1, surtout ces dernières années avec cet Olympique Lyonnais PSG. Surtout qu'en ce début d'année 2022, alors que les vœux de nouvelles années et autres politesses sans intérêt fleurissent, je voulais effectivement vous parler de ces 2 clubs qui doivent absolument... Qu'est-ce qu'il aime pas la vie, mec? Non, tu souhaites bonne année. Arrête, ça n'a pas d'intérêt. Surtout le mois de janvier. Arrête, fais chier, mamie. Surtout le célèbre on se revoit l'année prochaine, à 3 jours de la fin de l'année, affreux. Et donc je voulais effectivement vous parler de ces 2 clubs qui, pour le coup, doivent absolument prendre de bonnes résolutions pour entamer leur révolution. 2 clubs très très éloignés, frappés par des mots similaires et différents, mais qui semblent pourtant liés par une trajectoire commune, et je ne m'attarderai pas sur le fiasco nauséabond de Charletti et de ses Roland, qui semblait en cette fin d'année entériner pourtant une certaine proximité au cœur des tribunes. Car l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain sont 2 clubs malades. Si l'un est à sa place largement en tête d'une Ligue 1 trop petite pour sa démesure,
Il peine à imposer sa classe tout en haut d'un classement qui n'est que façade. L'illusion se fracassant lors des sommets européens face à la hauteur du mur, incapable de mettre intensité et collectif dans une équipe bien trop fade. De l'autre côté, l'OL, déjà rattrapé par ses résultats et son classement indigne, 13e de Ligue 1 malgré un parcours pour le moment parfait en Europa League. La crise est déjà là face à la pression d'une 3e saison sans Ligue des Champions, et face à l'ultimatum, nul ne sait si Peter Bosz, malgré ses qualités, verra la fin de saison. Premier point de ressemblance donc, 2 coachs fragilisés par leurs résultats et leur qualité de jeu. Pourtant arrivés pour faire consensus, notamment auprès des supporters. Entre un ancien capitaine de maison et récent finaliste de C1 ambitieux, et un coach aux idées offensives censé apporter à Lyon un jeu révolutionnaire. 2 hommes pourtant menacés et dans la ligne de mire de leur direction, l'un face à la défiance de son directeur sportif, l'autre suite au départ du sien, comme dernier pion. 2 clubs également marqués par l'échec de leur directeur sportif brésilien, de retour en grande pompe en 2019, forts de leur statut et de leurs succès anciens. Là encore, les raisons de l'échec sont totalement opposées, poussant Juninho à s'en aller entre querelles internes, lassitude et manque de liberté, alors que Leonardo, lui, ne parvient pas comme en 2011 à insuffler une dynamique pour progresser. 2 clubs enfin qui font face à la République des joueurs. À Paris, le recrutement galactique de stars déclinantes à la sauce Harlem Globetrotter, avec comme seul objectif une C1, pensant qu'un réveil en février serait suffisamment à l'heure. Un rêve qui, sauf changement de fond et malgré de possibles exploits, s'écrasera à nouveau face à meilleur. À Lyon, une équipe de qualité mais divisée, obligeant Bosz à changer pour ne pas troubler le confort, confirmation, après les passages de coach pointés du doigt d'un effectif talentueux mais peu enclin à l'effort. Alors malgré des enjeux et des mots bien différents, on espère de ces 2 locomotives des résolutions et de voir cette OL PSG comme la grosse affiche calée et un match de malade en rémission. C'est vrai qu'on ne peut être que d'accord avec toi, ces 2 équipes sont très malades, c'est bien ces nouvelles chroniques de Flo, il y a des rimes, il y a des métaphores, j'aime bien. Et les fables de la flottaine. Val, tu veux nous parler de l'OL peut-être ? Non, pas de commentaire. Non, Alex non plus. Non, moi je rajouterais dans la même veine Manchester United avec Rangnick en ce moment, qui a un peu le profil de ces 2 équipes, je trouve. Alors on lui laisse un peu de temps à Rangnick, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu le délire avec la. Tu as suivi un peu les derniers échos de vestiaire. Oui, on verra. Mais c'est vrai qu'en termes de République des joueurs, de directeur sportif absent, etc., on s'y retrouve il a quand un même pas petit peu. Léo Dubois dans son effectif pour gérer tout ça. Alors du coup, c'est vrai que ça manque de patron à Manchester. Donc comme on l'a dit en intro et sans rien omettre, mois de janvier international oblige. Alex, tu voulais nous parler de cette nouvelle édition de la CAN. Ouais, Jules, je voulais vous parler du problème épineux que pose la CAN au Cameroun cette année, parce qu'on a l'habitude de voir les clubs mal prendre l'arrivée de la CAN et de faire les vierges effarouchés au moment où la compétition commence. Mais cette année, ils commencent à montrer les muscles aussi, à envoyer les avocats, et je trouve ça un peu sidérant, quoi. Donc on va se remettre dans le contexte de cette CAN qui, on va le dire clairement, ça emmerde tous les clubs européens. Et le pire, c'est qu'ils sont pas privés de le dire. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'annulation de la compétition a été tout simplement évoquée tranquillement par le président de l'UEFA, Gianni Infantino, pour des raisons sanitaires. Alors qu'il n'y avait aucun problème à organiser la Ligue des Nations et l'Euro, la CAN posait problème. Le problème, c'est qu'on aurait pu attendre, et même on devait attendre, une défense forte de la part du président de la Confédération africaine, monsieur Patrice Motsepe. Mais ce dernier n'a pas su protéger les fédérations. Il est même allé jusqu'à négocier un départ des joueurs retardé pour rejoindre les sélections. C'est-à-dire qu'il y a dans le règlement de la FIFA une loi qui dit vous avez 14 jours pour rejoindre votre sélection. C'est-à-dire que vous avez 14 jours pour couper avec le championnat et rejoindre la sélection pour la compétition. Et ben lui, il a tout simplement donné la date du 3 janvier pour un début de compétition du 9 janvier. On sait bien qu'une compétition. Content les sélectionneurs. On sait bien une compétition aussi importante, ça demande un minimum de préparation. Rigolons pas trop, il va se passer la même chose l'an prochain avec la Coupe du Monde. Ouais, c'est tout l'intérêt de ma chronique, Jules. Merci. Tu vas niquer ma conclue, je te baisse ta chronique. On met la conclue de côté, c'est pas grave, on s'adapte. Mais il faut dire que la pression était forte, parce que je le disais en intro, mi-décembre, c'est carrément l'ECA, avec Gianni Infantino, qui menaçait les fédérations de ne pas libérer les joueurs internationaux pour la compétition. On avance l'argument du protocole sanitaire, mais le seul truc qui est en jeu, c'est la compétitivité des clubs européens. Tu peux rappeler pour tout le monde ce que c'est l'ECA ou pas ? L'ECA, bien sûr, c'est l'Association européenne des clubs. Donc tout simplement un regroupement qui, je crois, a été présidé par le président de la Juve, qui a démissionné après l'histoire de la Super League. Toujours dans les bons coups, ce gars-là. C'est Nasser, ouais, désormais. C'est Nasser qui a repris le flambeau. Beaucoup mieux.
après une très belle position sur la Super League. Pour preuve, on peut citer l'exemple du Napoli avec Spalletti qui a dans ses rangs 4 clubs qui devaient rejoindre leur sélection, 4 joueurs qui devaient rejoindre leur sélection. Koulibaly, Ounas, Zambo-Anguissa et Osimhen qui malheureusement s'est blessé et qui pourra pas participer à la CAN, et qui avait qualifié la CAN en disant: il y a encore ce monstre invisible, la Coupe d'Afrique des Nations, qui te prend des joueurs du vestiaire sans savoir quand tu les retrouveras ni quoi faire. Vous avez tous en tête la sortie de Jamel Belmadi sur Andy Delors, qui avait accusé le club de Nice d'avoir presque mis dans le contrat qu'il n'avait pas le droit de jouer en sélection s'il voulait signer au club. On sait que la CAN a toujours posé problème, qu'être privé de ses meilleurs joueurs pendant un mois n'est jamais facile à gérer, sauf que jouer les ébahis à 2 semaines du début de la compétition, moi je trouve ça un peu facile, voire de l'exercice de com pathétique. Parce qu'un bon directeur sportif, la moindre des choses, c'est d'anticiper tout ça. Heureusement, il y a des voix qui se sont élevées pour défendre la tenue de la compétition, et évidemment, en tête, le meilleur d'entre tous, Samuel Eto'o, qui avait déjà bataillé pour le maintien de la CAN au Cameroun face à Gianni Infantino, et qui lui est toujours dans les bons coups. Et rappelez-vous, à l'époque, il y avait donc ces débats pour savoir si la CAN pouvait se jouer et se passer de ses meilleurs joueurs européens. C'est sûrement grâce à Eto'o qu'on verra la CAN cette année, et je vous propose qu'on se quitte sur ces paroles, parce que Eto'o est toujours bon pour parler de football, sauf quand il parle de Guardiola, malheureusement. Alors on est en train de nous dire, comme on nous a toujours traités, nous sommes des moins que rien, alors nous devons subir. Qu'on nous dise clairement les choses. Mais ce qu'il y a de difficile dans cette façon de faire, c'est que certains Africains sont encore complices. Finalement, on va se régaler pendant le mois à venir. C'est grâce à Eto'o. Il y a d'autres joueurs qui ont pris position. Moi, je suis très content que cette CAN se passe. Évidemment, je serai pour la Tunisie, mais ça, tout le monde s'en fout. Ça commence le 9 janvier, ça finit le 6 février, et on va tous regarder ça avec impatience et plaisir. Moi, t'as pas du tout parlé de la Coupe du Monde 2022. Non, je l'ai squeezé, je me suis adapté, mon vieux. Non, mais quel talent d'improvisation. Non, mais de toute façon, je pense qu'en vrai, tous les suiveurs de foot ont été assez outrés de ce qui se passait les 3 semaines avant la CAN, où sur un hypothétique Covid on voulait annuler le truc, alors que c'est les règles d'isolement de l'Angleterre qui posaient problème. C'est pour ça qu'on a beaucoup entendu la Première Ligue cette année. Mais il n'y a pas eu que la CAN qui a été impactée, on se souvient, au mois de septembre et octobre, sur les rassemblements des joueurs sud-américains, où certains avaient été, même beaucoup, avaient été bloqués par les clubs anglais pour des raisons sanitaires officiellement, mais on sait très bien qu'officieusement c'est parce qu'ils sont pas forcément à même de jouer le week-end après. Ouais, mais là Flo, pour moi je vois une grosse différence, c'est que là on parle, c'est comme l'Euro, c'est comme c'est comme l'Euro ou la Copa. C'est clair que personne posera de problème pour la Coupe du Monde, ou personne ne posera de problème pour l'Euro, et la CAN, on s'en fout. Non, mais objectivement, on s'en fout complètement. D'ailleurs, c'est Allaire qui s'est fait interviewer par un média. Il a pété un câble. Il a pété un câble parce que le média lui demande est-ce que vous êtes content d'aller jouer pour la CAN, ou est-ce que vous auriez préféré rester à l'Ajax. Le mec il lui a dit est-ce que vous auriez posé cette question à un Européen? Non, jamais. Jamais. Donc clairement on a l'impression qu'ils vont faire la coupe du quartier pour faire plaisir, ce qui est exactement. Ce qui n'empêche que le problème de fond, mais qui a toujours été le problème de la CAN et qui est un peu quasiment impossible et insoluble à régler, puisque ça s'anticipe. Non, c'est pas que ça s'anticipe, ça restera toujours ce problème-là de la CAN qui se joue pendant la saison. Oui, c'est ce que te dit Alex, c'est que ça s'anticipe. Ça s'anticipe, mais ça restera toujours un problème. Ils en ont joué une l'autre fois en mai-juin et ils l'ont senti. La dernière de 2019 avait été jouée. Et je crois que les joueurs s'en étaient pleins. Les joueurs s'en étaient pleins. C'est pour ça que je dis que c'est insoluble, parce que pour des raisons météorologiques, c'est très compliqué, à part dans certains pays, de jouer en plein été. Et comme le disait Jules, on va en reparler pour le Qatar, mais en fait c'est un prémisse de ce qu'on va avoir dans les semaines qui viennent. Pour le Qatar, ils vont arrêter tous les championnats, mais en termes de prépa pour les sélectionneurs et tout, c'est quand même n'importe quoi aussi, ça rime à rien. Nous marchons sur la tête. On verra donc qui sera le vainqueur de cette CAN mouvementée. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'Algérie a remporté en décembre une autre compétition qui a été assez mise en lumière, il faut le dire, par rapport aux précédentes, c'est l'Arab Cup, Val. Bah oui, je vais me permettre de prolonger un petit peu le plaisir de la chronique d'Alex, parce que vous n'êtes peut-être pas tous au courant, mais du 30 novembre au 18 décembre dernier avait lieu la 10e édition de l'Arab Cup, qui est une compétition internationale pendant laquelle s'affrontent la majeure partie des pays du Maghreb, du Moyen-Orient et de la Corne de l'Afrique. Et pour la deuxième fois de l'histoire, cette compétition était organisée au Qatar. Alors c'est une très belle compétition parce qu'elle regroupe des nations qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec des opportunités pour des pays qu'elles n'ont pas forcément dans d'autres compétitions internationales. Mais à l'instar de ce qu'était un petit peu la Coupe des Confédérations avant, c'est aussi et surtout pour la FIFA une répétition avant l'heure de la Coupe du Monde. Une partie des nouveaux stades, ces fameux stades qui ont fait tant de morts au Qatar, ont été inaugurés avec du public à l'intérieur. Et les nouvelles règles comme le système de détection des hors-jeux semi-automatisé a été testé.
Alors on pourrait se dire que c'est une compétition qui sent la magouille à plein nez, surtout quand on voit la liste des pays qui participent à la compétition. Bon, entre autres le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes, le Bahreïn, qui sont pas forcément les pays les plus vertueux en termes de démocratie, et qui, on le sait, investissent énormément dans le football pour tenter de rayonner à l'international, quel que soit le prix que ça coûte. Mais cette édition 2021 aura plutôt été un succès, d'abord parce qu'on a eu des matchs qui étaient pas mal. Bon, je les ai pas tous regardés dans le détail, je dois vous avouer quand même. Mais aussi et surtout parce qu'elle a donné une image plutôt positive du pays. Le principal exemple à ça, c'est évidemment la cérémonie d'ouverture pendant laquelle le Qatar a rendu hommage à l'ensemble de la région avec des artistes venus de plusieurs pays voisins. Il y a aussi eu un soutien proclamé au peuple palestinien, ce qui est toujours quelque chose de bien à faire quand on essaie d'avoir une image positive. Ouais, surtout sur le papier, mais jamais dans les faits, quoi. Ouais. Enfin, l'équipe de Palestine avait participé aux qualifications quand même. Ouais. Et il y a eu aussi des belles preuves d'amour envers les pays voisins, notamment l'Égypte et l'Arabie Saoudite, avec lesquels on sait le Qatar a quelques petites complications. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de montrer que tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, évidemment, la compétition aura quand même eu son petit lot de polémiques, notamment sur le nom de la compétition, la Arab Cup, que plusieurs associations avaient dénoncé parce qu'elles jugeaient ce nom un peu discriminatoire, notamment vis-à-vis des communautés qui essaient de lutter contre la reconnaissance de leur langue et de leur culture, comme les Kurdes ou les Yézidis par exemple. Il y a aussi eu ces fameux arrêts de jeu interminables dans la demi-finale entre le Qatar et l'Algérie où ça se voyait un peu ça. Ouais, l'arbitre a accordé 18 minutes de temps additionnel alors que le pays hôte était mené. Voilà, ça c'était la deuxième petite polémique, mais sinon ça s'est plutôt bien placé en général. Mais l'élément le plus important pour moi, et c'est là le but de cette chronique, c'était la manière dont le public a vécu cette compétition, puisque c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à galvauder quand on parle de football au Moyen-Orient. Mais les peuples arabes, quelle que soit leur culture, leur langue ou leur religion, c'est des vrais peuples de passionnés de football. C'est évidemment quelque chose qu'on sait quand on parle des pays du Maghreb, notamment l'Algérie, Maroc, Tunisie, parce que c'est des pays qui ont une culture foot reconnue à l'international. CF, tous les drapeaux algériens dans les stades. Mais il y a énormément de pays, parfois avec des situations politiques très compliquées, qui sont des vrais peuples de foot. Un exemple tout simple, il suffit d'aller voir, je sais pas si vous l'avez vu passer, la vidéo des U16 du Yémen qui ont gagné l'Asian West Cup là, incroyable, très dernièrement. Les mecs ont été accueillis dans un bus, dans un stade rempli à ras-bord, avec des fanfares et tout. On a dit qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Je pensais que tu parlais de la vidéo dans les rues aussi. Oui, il y en a eu dans les rues, ça c'était pour la demi-finale. Les mecs sont sortis et voilà. En même temps, ce qui se passe au Yémen, je pense que dès qu'on peut fêter quelque chose, voilà. on essaye de le faire. Voilà, mais c'est exactement ça l'idée. Et là, je viens de vous parler de l'exemple yéménite, mais c'est pareil dans une multitude de pays dans ces pays-là. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Pakistan, c'est des pays où il y a la passion du foot est bien plus. L'Afghanistan, incroyable. C'est des pays où la passion du foot est bien plus importante que dans certains pays d'Europe, et qui est aussi parfois un échappatoire dans des situations qui sont particulièrement compliquées. Donc voilà, c'était l'objectif principal de cette chronique, parce qu'on va beaucoup parler dans les prochains mois des polémiques autour de cette Coupe du Monde, auxquelles je pense qu'on adhère tous forcément ici, des boycotts, etc. Mais il faut aussi bien comprendre que derrière ces gouvernements et ces enjeux économiques et géopolitiques, il y a aussi des peuples, et c'est des peuples qui sont des vrais passionnés. Et si on choisissait les pays hôtes en fonction de la passion du foot, peut-être que le Qatar serait probablement plus légitime aujourd'hui qu'il ne l'est actuellement. Et si vous voulez aller plus loin d'ailleurs avec des éléments concrets sur la passion du foot dans ces pays-là, je sais que Jules tu l'as lu, mais je ne saurais vous recommander un autre bouquin que celui de Romain Molina, qui est un espèce de florilège de petites histoires qu'il a vécues lui dans ces pays-là, et c'est vraiment vraiment très intéressant et on le recommande chaudement. C'est le livre dont tu parles, c'est The Beautiful Game aux éditions Exuvie, qui est sorti l'an dernier. Exactement. Qui est un excellent livre. Merci Val pour cette chronique, c'est incroyable, peu importe la chronique que tu fais, tu arrives toujours à en revenir à défendre les supporters. On sent que c'est ton leitmotiv. Ah ouais, peut-être, ouais. C'est toujours un lien avec les supporters. Mais là, c'est même pas les supporters, c'est la question de la culture dans ces pays-là. Je trouve qu'on en. Oui, bien sûr, mais tu te mets tout le temps à. C'est même pas qu'on en parle pas, c'est juste que je pense que on ne le sait pas. Moi, je ne le savais pas. En fait, on n'en parle pas parce qu'on ne le sait pas, mais moi, je ne le savais même pas avant d'avoir lu ce bouquin. Il suffisait de lire au moment du vote de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, les trucs dans l'équipe, c'était quel scandale, ça n'a rien à voir. Le Qatar n'est pas un pays de foot, enfin, t'en sais rien, qu'est-ce que t'es allé voir. Effectivement, les raisons n'étaient pas forcément les bonnes. Oui, c'est pour d'autres raisons qu'on aurait parlé de la corruption et du boycott sur des questions géopolitiques ou des droits de l'homme, mais par contre, on a préféré parler du scandale que c'était de donner à un pays qui représente l'Île-de-France, qui n'est pas un pays de foot. Bon.
Bon, en tout cas, Val, merci, ça nous a éclairé. Et ceux qui veulent en savoir plus, il y a évidemment le livre de Romain Molina, mais il y a plein d'autres articles et bouquins qui creusent le sujet. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis, de commencer l'année avec nous. Ça nous fait chaud au cœur. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux si l'émission vous plaît, si le média en général vous plaît. N'hésitez pas à reverser une partie du chèque de mamie sur notre Tipeee 11e art. Ça nous aiderait beaucoup à proposer plus de contenu. On va revenir durant ce mois de janvier avec plein d'émissions, notamment une table ronde passionnante sur la formation. Donc, premier épisode ce dimanche 9 janvier. En 3 parties, ouais, parce que les 3 parties un petit peu longues, avec un format assez original où on a été interviewé à la fois un ami à nous qui est un ancien professionnel qui permettait d'illustrer un petit peu tout ce qu'on disait pendant cet épisode-là. Et donc un format un peu original que je vous invite à écouter. Donc ça c'est ce dimanche 9 janvier. Ouais. Et ensuite dans le mois il y aura du avec des si, il y aura du top 10, il y aura de la joie, il y aura du foot, il y aura de l'amour, des émotions. Allez, salut à tous, prenez soin de vous et mettez des protège-tibias.